Tout ce que je vais partager avec vous, j'essaie de faire en sorte que tout le monde voit, est tiré du rapport médical et scientifique 2021 de l'Agence de la biomédecine. Ce rapport est accessible à tout le monde en ligne, donc je n'ai rien à inventer, mais j'ai essayé d'en sortir 2-3 éléments, pas trop. Mon expérience est basée sur la responsabilité médicale de 600 greffes à Lyon depuis 1989. La deuxième greffe en 89, la première était plus ancienne, était pour un malade qui avait une hypertension artérielle pulmonaire thromboembolique chronique. Ça, c'est le nombre de greffes par année. En 2022, il y en a fait 33. Et on suit dans le service 261 malades greffés, dont certains depuis plus de 30 ans. Il n'y en a pas 261 depuis plus de 30 ans, mais certains depuis plus de 30 ans. C'est un truc que vous ne comprenez pas, vous levez la main et vous me dites. Mais on va garder du temps pour discuter. En France, actuellement, il y a entre 300 et 400 greffes qui sont faites chaque année. Ça varie, il y a des trous dans la période Covid. Et 9 équipes en France qui réalisent un nombre variable de greffes. 60 à Foch, 40 à Bichat et à Marie-Lanong, 40 à, 40 à Strasbourg et 40 à Marseille. 30 à Lyon, 30 à Bordeaux, 30 à Nantes et 10 à Toulouse. Ce qui est pour vous important de savoir, c'est que les résultats, et c'est la source, c'est l'Agence de la biomédecine, sont grosso modo les mêmes selon les centres. C'est d'ailleurs grosso modo les mêmes selon les maladies, et grosso modo, on y reviendra dans un instant, selon le type de greffe fait. Je dis grosso modo. Que par ailleurs, depuis 2-3 ans, il y a une évolution considérable qui, à mon sens, est au bénéfice des malades dans l'uniformisation de nos pratiques à travers des discussions multidisciplinaires, essentiellement en pneumologue, cardiologue et chirurgien. D'une part, pour les indications de greffe difficiles, d'autre part, pour les greffes cardio-pulmonaires. Ce sont des réunions qui ont lieu en visio. Il y a généralement 30 à 40 personnes quand même qui sont connectées et on discute des situations difficiles une fois par mois au niveau national. À nouveau, la greffe pulmonaire, c'est le seul traitement d'insuffisance respiratoire terminale. Le résultat est spectaculaire. Quand je demande aux malades de combien de temps ils reviennent en arrière, c'est une question difficile, c'est combien de temps en arrière leur situation est ramenée après la greffe, c'est en général une dizaine d'années. Il n'y a plus d'essoufflement. Les malades qui ont de l'oxygène avant n'ont plus d'oxygène, toutes maladies confondues, et la vie est, je mettrai tout le temps entre guillemets, on y reviendra dans un instant, normale, sans limite de durée. La limite de durée, je vais vous la donner dans un instant. Mais il n'y a pas a priori de limite de durée, c'est pas livré avec une date limite et il n'y a pas d'obsolescence programmée. La fonction respiratoire est en général normale et la qualité de vie est améliorée pour toutes les indications de greffe. Donc c'est le seul traitement, mais c'est une intervention complexe, parfois très complexe, et il y a un risque de mourir. Comment on peut évaluer le risque de mourir? Je vais essayer de vous l'exprimer de la façon la plus claire possible. Si on réalise une greffe bipulmonaire à 10 malades et qu'on regarde un an après, il y en a 2 qui sont morts. Si on réalise une greffe bipulmonaire à 10 malades et qu'on regarde 5 ans après, il y en a 3 qui sont morts. Ça comprend les 2 premiers. Ça donne une idée du risque inhérent à la greffe. Si on regarde pour la greffe cœur-poumon, c'est la seule atténuation par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que c'est tout pareil, pas tout à fait tout pareil. Et j'ai pris des chiffres plus grands pour arrondir, parce qu'autrement ça fait des 0,5 personnes, ça n'existe pas. Si on greffe 20 personnes d'un cœur-poumon et qu'on regarde un an après, il y en a 7 qui sont morts. Si on regarde 5 ans après, il y en a la moitié qui sont morts. Donc, c'est un traitement qui comporte des risques. C'est l'essentiel de la discussion qu'on va avoir dans un instant. C'est à nouveau, grosso modo, pareil pour toutes les équipes. Si on vous dit à Pétaouchnok les résultats sont meilleurs, c'est pas réellement exact, ça a peut-être été exact à un moment ou à un autre. Pardon? C'est important de savoir ça. Oui, je pense, madame. Je pense parce que, et puis quand bien même ce serait à un moment ou à un autre un petit peu différent, il y a des histoires d'accès à la greffe, il y a un aspect que je pense à aborder plus tard, c'est que c'est compliqué à mettre en œuvre une greffe.
Donc, on pose l'indication de greffe pulmonaire ou cardio-pulmonaire pour des malades qui ont une invalidité respiratoire majeure dont la situation est intolérable, soit parce que l'essoufflement est trop important, soit parce que, dans le cas du Velletri, les conditions de traitement qui amènent une amélioration sont devenues totalement intolérables, c'est aussi possible, ou parce qu'il y a des complications diverses, ça peut arriver. Donc, le pronostic spontané est inférieur à celui de la transplantation. Alors, c'est quoi le pronostic? Le pronostic, c'est le risque de mourir, ou les chances d'être vivant, comme vous voulez, ça va ensemble. Donc, il faut que le risque de mourir soit supérieur au risque de mourir rapporté par la greffe. Il ne faut pas que la greffe soit plus dangereuse que l'évolution spontanée du malade. Donc le pronostic, c'est le risque de mourir et la chance d'être vivant. La chance d'être vivant, chez nous, on parle de pourcentage de survie. On vous dira, après la greffe, il y a tel pourcentage de survie. C'est un abus de notre langage. Il ne s'agit pas de survie, il s'agit de vivre. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, madame. Moi, j'ai une question par rapport aux indications de la greffe. Vous dites que ça peut être proposé s'il y a une invalidité dans une situation qui est intolérable, comme par exemple pour ma part. J'ai le remodulin et c'est même pas une vie, en fait, c'est de survie tout le temps parce que la douleur est insupportable et on ne veut pas me proposer la greffe. Alors, je comprends pas pourquoi. en cas particulier, je ne sais pas gérer. D'accord, mais c'est du coup parce que je suis stable, mais comme je suis stable, ils veulent pas. Je comprends. Parce que il faut mettre ensemble les deux. Les deux, d'accord. Mais votre commentaire est pertinent, puisque je l'avais amené moi-même avec cette discussion. Je pensais que c'était juste un des deux. Non, c'est les deux. D'accord. C'est les deux, et à ce moment-là, il faut intégrer le degré d'intolérabilité, savoir s'il y a d'autres solutions, par exemple le Velletri. Non, mais oui, d'accord. voilà. Et puis après, discuter, rediscuter, rediscuter, et ainsi de suite. L'opinion du malade intervient. Et puis vous allez voir ce que je raconte pour voir si vous gardez ce désir. Non, mais vous avez bien fait de poser la question. Oui, donc on parle, j'ai eu ce problème une fois, c'était intéressant, j'ai exposé tout ça en disant les chances de survie. Et c'est la sœur du malade qui a considéré que des chances de survie, c'était horrible. Que le mot survie, c'était pas être vivant. Donc c'est pour ça que j'insiste. On raconte ça. Donc, en règle générale, on propose une greffe à des personnes dont le risque de mourir si on ne les greffe pas est supérieur au risque de mourir si on les greffe. Alors comment? Alors, pour le risque de mourir après la greffe, je vous l'ai indiqué. Pour le risque de mourir, on a des techniques assez simples. Dans des grands détails, vous inquiétez. Nous autres, on regarde le risque de mourir chez les malades chez qui on a commencé un traitement, et on est content du résultat du traitement, on pense que c'est le maximum, et on regarde comment ils sont essoufflés, leur test de marche de 6 minutes, la concentration de BNP, éventuellement le cathétérisme cardiaque ou d'autres paramètres, et selon les résultats, les gens ils ont un faible risque de mourir ou un haut risque de mourir, il y a des risques intermédiaires. Haut risque de mourir, ça veut dire que si on regarde 5 malades 1 an après cette visite, il y en a plus d'un qui est mort. Donc c'est un risque qui est alors supérieur au risque de la greffe. Et actuellement, c'est probablement ce que Marion Delcroix vous a présenté, on a toute une suite de raisonnements qui est devenue assez simple pour nous autres pour guider le traitement, qui dit à quel moment on propose aux gens d'avoir du Romodulin ou du Velletri, par exemple. Et puis, si une fois qu'on a commencé le traitement, les malades sont toujours dans une catégorie grave, alors il faut discuter et proposer une greffe. C'est globalement assez simple. Votre exemple montre que ce n'est pas toujours aussi simple, mais c'est globalement assez simple. Une fois qu'on est arrivé là, ça ressemble à quoi le parcours de soins du candidat à la greffe pulmonaire? C'est un chirurgien qui m'a prêté cette diapositive.
En pratique, la plupart des centres, ce que je vais vous raconter, c'est dérivé de ce qu'on fait, mais c'est à peu près pareil partout. Il y a des nuances, il y a des petites techniques locales. Nous, on a les andouillettes. Ça va être le canut. Les autres, ils n'ont pas tout ça, ils n'ont pas de chance. On hospitalise les malades pour ce qu'on appelle un bilan pré-greffe. C'est pas très juste, le mot de bilan n'est pas beau. Qui dure chez nous 2 fois une semaine, dans d'autres endroits c'est plus court. On fait des examens destinés à confirmer l'indication, donc on remplit le petit tableau que je vous ai montré avant avec des examens, cherche des contre-indications. Dans le domaine de l'hypertension artérielle pulmonaire, il y a très peu de contre-indications. Les malades qui ont eu un cancer, les malades qui fument, les malades qui ont des problèmes psychiatriques. S'il y a des problèmes techniques, c'est surtout le cas pour les malades qui ont une cardiopathie congénitale. Il peut y avoir des problèmes techniques insolubles. Puis s'il y a des limites, les problèmes de nutrition, les malades qui sont trop gros ou trop maigres, s'il y a des problèmes psychologiques ou psychiatriques, c'est des problèmes d'insuffisance rénale ou des histoires d'anticorps. Mais il y a assez peu de contre-indications. Oui, madame. Une question, parce que je souffre de cardiopathie congénitale, alors je me dis, est-ce que la contre-indication technique, c'est toujours... Enfin, ça empêche toujours une... Non, madame, je me suis exprimé d'une façon trop brève. Non, mais... je vais vous expliquer. Vous faites bien de poser la question, ce serait dommage que vous partiez en ayant... parce que je l'ai mal expliqué. Les problèmes techniques ne sont discutés en général que dans certains cas de cardiopathie congénitale. Les cardiopathies congénitales ne sont pas une contre-indication du tout. Je me suis très mal exprimé. Mais il existe certaines formes de cardiopathie congénitale qui posent des problèmes techniques qui sont parfois insurmontables, qui amènent par exemple à nos discussions de réunion nationale. Il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, on a discuté à 30 pendant 1 heure du cas d'une malade pour lequel finalement on a bien retenu l'indication. Ça, c'est vraiment un grand progrès de ces réunions. Autrement, discuter uniquement dans le centre où elle était, il n'y aurait pas eu de proposition de greffe, en sachant que ça peut augmenter beaucoup le risque. Il y a des tas de situations qui augmentent le risque, mais à ce moment-là, c'est discuter avec eux. Ensuite, chez nous, on a une réunion tous les 15 jours, dans d'autres endroits toutes les semaines, ça n'a pas d'importance, qui implique les chirurgiens thoraciques et, en cas de besoin cardiaque, anesthésistes, cardiopédiatres, infirmières et les pneumologues, où on discute du dossier du malade, là où on avise si l'indication est pertinente à ce moment-là, s'il y a des contre-indications, s'il y a des difficultés, s'il y a des problèmes à résoudre. Et il y a 3 propositions qui sont faites. Le malade est récusé parce qu'il y a des contre-indications, on l'inscrit ou bien on attend parce que c'est trop tôt ou qu'il faut voir l'évolutivité de la maladie. L'information du malade est importante. Nous, on l'a fait dès la première consultation de réalisation du bilan. Au cours du bilan pré-greffe, les malades peuvent rencontrer les greffés. Et nous avons à Lyon, ailleurs c'est pas tout à fait pareil, un entretien formalisé avec les proches qui s'appelle entretien pré-greffe. En général, on est allé jusqu'au bout, là. Il n'y a plus beaucoup d'hésitation ou d'incertitude. L'information porte sur les risques, et en particulier le risque de mourir dans la première année, y compris, ça nous est malheureusement arrivé récemment, c'est pas à nous, c'est aux malades, le risque de mourir de l'opération ou des suites immédiates de l'opération. Et on discute de la balance risque-bénéfice. C'est un entretien qui, dans mon expérience depuis maintenant de nombreuses années, ne conduit pratiquement jamais à renoncer au projet de greffe. Quelqu'un qui est arrivé jusque-là, en général, il est bien engagé. Peut, dans de très rares cas, conduire à attendre un peu, mais rarement. Mais ça fixe bien les enjeux et les risques. Parce que, à nouveau, il y a des risques. Ensuite commence l'attente de transplantation. Alors, les chiffres de l'Agence de la biomédecine sont que dans les 3 premiers mois après l'inscription en attente de greffe, un malade sur 2 est greffé. Ça varie infiniment en fonction des équipes. C'est des stratégies d'équipe qui ne sont pas pareilles, du groupe sanguin, de la taille de la maladie et de choses comme ça. La communauté des greffeurs en France est convenue d'une stratégie qui s'appelle la super-urgence, qui permet de greffer en priorité les malades qui ont une hypertension artérielle pulmonaire avec des critères précis, qui sont la gravité de l'état clinique essentiellement, quand le ventricule droit ne marche plus, que les jambes sont gonflées, et que le malade est en soins intensifs ou en soins continus, peu importe le terme, avec des médicaments pour supporter le cœur. Alors la greffe est faite rapidement, et il peut même y avoir des greffes de malades qui ont
une circulation en dehors du corps pour faire marcher. Ouais. Les résultats sont à peu près les mêmes. Mais il vaut mieux avoir pu inscrire et réaliser la greffe avant de se trouver en situation de super urgence. Donc ça rend la décision du moment est extrêmement complexe. C'est une période abominable. D'attendre. Absolument abominable, qui conduit à des réflexions indécentes pour le malade, comme d'attendre des grands week-ends, des choses comme ça. Enfin, mais c'est comme ça toute la vie. Puisque pour qu'une greffe ait lieu, mais on parlait là, donc il y a un jour il y a l'appel à la greffe, c'est le moment où le chirurgien, ça c'est la main du chirurgien, va couper la chaîne. Pour qu'une greffe ait lieu, il faut énormément de choses. Énormément. D'abord, il faut un donneur. Un donneur, c'est quelqu'un qui est en état de mort cérébrale, soit qu'il a eu un accident, soit qu'il a eu un accident vasculaire cérébral, soit qu'il a eu un accident de la route, ou qu'il est tombé d'une échelle. Des échanges, c'est des exemples. Première chose. Deuxièmement, il faut qu'il soit identifié comme donneur. Ah, ça commence à se gazer. Et puis, il faut que le poumon soit en bon état. Donc ça fait déjà moins de la moitié des personnes qui peuvent être donneurs qui ont un poumon en bon état pour des conditions de réanimation. Et au bout du compte, la partie des donneurs chez qui on prélève un poumon n'est pas très élevée. Ensuite, extrêmement important, et il faut qu'il ait réfléchi le 21 juin, ou je ne sais plus quelle est la date maintenant de la journée du don, à sa situation, qu'il en ait parlé à sa famille, c'est chacun d'entre nous, ça. Donc le citoyen, il réfléchit, est-ce qu'il serait donneur le jour où le problème se poserait, ou est-ce qu'il serait non donneur, auquel cas il s'inscrit sur le registre des refus, et il faut qu'il en ait parlé à sa famille, pour que le jour venu, lorsque la famille est interrogée pour témoigner, la famille ne témoigne pas en disant « il était contre ». Il y a une grande partie en France des familles qui, sans qu'il y ait eu de discussion, témoignent en disant « il était contre ». Bon, ça, c'est pas tout. Il faut que le donneur il ait à peu près la même taille, il faut qu'il soit du même groupe sanguin. Si le malade en attente a des anticorps dirigés contre certaines personnes, il faut que ce soit compatible. Et puis surtout, il faut qu'il y ait une équipe. Une équipe de greffe, c'est tout un bordel, excusez-moi le terme. Il faut qu'il y ait un bloc opératoire disponible qui ne soit pas utilisé pour faire autre chose en même temps. Il faut qu'il y ait un chirurgien, éventuellement. C'est un truc qui peut servir pour quelque chose. Et il faut qu'il y ait un chirurgien qui puisse aller faire le prélèvement. Il faut qu'il y ait un avion. Il faut que le pilote d'avion n'ait pas fini ses horaires de travail. Le chirurgien, lui, il peut dépasser. Le pilote d'avion, il ne peut pas. Il faut qu'il y ait un anesthésiste. Dans certains cas, il faut qu'il y ait un spécialiste de la circulation extracorporelle, ce qu'on appelle un pompiste en répit. Il faut qu'il y ait une équipe d'infirmières. Il faut qu'il y ait un lit en réanimation après. Voilà. Donc il faut tout ça. Ça fait que les chances d'être greffé sont pas très élevées. C'est ce qui explique les délais. Dans les suites, chez nous, les malades restent 1 à 2 semaines en réanimation. Ça dépend. Ça peut être plus long. C'est toutes des informations qui sont communiquées au cours de l'information pré-greffe, d'entretien pré-greffe. Puis les malades sont hospitalisés en médecine en raison des problèmes infectieux, de troubles digestifs et de la mise en place des médicaments pour diminuer les rejets, les immunosuppresseurs. On réalise des fibroscopies bronchiques, ça nous les pneumologues on y aime bien. Les malades moins, je suis d'accord, mais on aime bien, on va surveiller les bronches. Et avant que le malade rentre chez lui, on regarde s'il a bien tout compris dans les médicaments. Il y en a beaucoup de médicaments et c'est compliqué. Les taux résiduels des médicaments, la sécurité des aliments. Jérôme Lepavec a un atelier tout de suite après là, sur ces aspects-là des suites. Et le plus souvent, mais pas toujours, les malades font un séjour de réhabilitation qui est parfois utile en raison des difficultés des séjours en réanimation. Quand je vous parlais de vie normale, même quand ça va très 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 bien, il faut prendre des médicaments tous les matins, proche d'une dizaine de comprimés, voire plus,
médicaments pour lutter contre les rejets et lutter contre les infections. Et il y a un suivi régulier, c'est-à-dire que le malade qui a été greffé, il n'est pas indépendant du centre de greffe ou d'un suivi partagé avec une autre équipe. Et là, dans ces examens réguliers, il y a toujours l'examen du souffle, parce que comme on est pneumologue, on y aime bien aussi. Et quand ça ne va pas, des biopsies du poumon avec une fibroscopie bronchique, ça s'appelle une biopsie transbronchique. Alors, j'ai des camarades, y compris dans mon propre service, qui disent que ça consiste à changer de maladie, partir d'une maladie pour une autre. Je ne suis pas d'accord avec ce terme. Je ne suis pas d'accord pour considérer que le greffé a encore une maladie, mais ça peut être une façon de voir les choses. C'est-à-dire quelqu'un qui a un suivi régulier et des médicaments, il n'est pas non plus en santé considéré comme normal. Voilà. Mais je pense que c'est une vision excessive. Pas grave. Après la greffe, il y a 3 complications. Ces 3 complications surviennent chez un malade sur 3. Beaucoup un malade sur 3. Et elles sont graves une fois sur 10. Ces 3 complications sont ce qu'on appelle le rejet chronique, je vais revenir dans un instant, l'insuffisance rénale et les cancers. Les chiffres sont dérivés, il y a un grand registre mondial, il y a une société de transplantation cardio-pulmonaire et pulmonaire dans le monde qui collige les malades greffés, donc c'est des chiffres de ce registre mondial qui montre qu'à 10 ans, 2 tiers des malades ont un rejet chronique, un quart une insuffisance rénale et 30% un cancer. Alors, le rejet chronique, c'est une maladie qu'on connaît mal, dans lesquelles les bronches rétrécissent, les malades deviennent essoufflés, toussent et crachent. On appelle ça un rejet chronique. Il y a d'autres mots, dysfonction chronique du greffon, ça n'a pas d'importance. Ça apparaît au bout de 1 à 2 ans. Ça peut être pas grave, ça peut être grave. Le rein, il y a un risque important d'insuffisance rénale, surtout dans les suites immédiates de la greffe, ça peut durer. Il y a même des malades pour lesquels on fait réaliser des greffes de rein. Les gens, ils ont été greffés une fois, greffés une deuxième fois. Cancer, c'est un risque important. À des cancers pas graves, là-dedans, il y a une forme de lymphome qui n'est pas trop grave. Il y a des cancers de la peau qui ne sont pas trop graves, puis il y a des cancers qui sont graves. C'est la diminution des défenses qui favorise les virus et qui augmente le risque de cancer. Alors, on a quasiment fini. Je vais vous raconter la suite de l'histoire de la malade que je connais depuis 30 ans. Donc, en novembre 1997, elle a eu une greffe bipulmonaire. Complication rapide, les 2 bronches se sont refermées. On lui a mis en place des prothèses, des petits tuyaux dans les bronches. Elle a présenté 2 épisodes de rejet aigu. Quand les gens ont des rejets aigus, on administre des doses élevées de cortisone. Présenté des problèmes d'infection par un virus qui s'appelle le cytomégalovirus. Puis en 2001, c'est-à-dire 4 ans après la greffe, elle a développé un rejet chronique sévère évolutif, c'est-à-dire assez rapidement, elle est devenue très essoufflée, conduisant à la regreffer. En janvier 2007, elle a reçu un greffon cardio-pulmonaire. 2007, c'est-à-dire il y a 16 ans. Elle a développé une insuffisance rénale plus importante. Elle a eu des problèmes avec le cytomégalovirus. Je vous fais son histoire un peu courte. Puis elle a redéveloppé un rejet chronique en 2011, mais qui est modérément gênant et qui est stable depuis 2011. Donc ça fait 12 ans qu'elle a un rejet chronique. Elle a été soignée en 2017 pour un lymphome. Elle a été traitée avec des perfusions d'un médicament qui s'appelle du rituximab. Et elle est en rémission complète. Et puis, comme je vous mentionnais, elle va bien, elle mène une vie normale. Elle est divorcée et elle est grand-mère. Ça fait partie des vies normales. Elle est solide. Pardon ? Elle est solide pour avoir traversé. Vous avez raison, madame, beaucoup des malades greffés sont solides. Ouais. Ça fait partie des éléments dans la discussion initiale de la greffe, qui est d'essayer d'évaluer la solidité du malade, ou tout du moins d'essayer d'anticiper sa fragilité, en sachant qu'on se trompe dans les 2 sens. On peut estimer que quelqu'un est solide et puis en fait il est très fragile, ou au contraire estimer que quelqu'un est fragile et puis en fait il est très solide. C'est difficile à appréhender. Alors, pour résumer ce que je voulais partager avec vous ce matin, ensuite on aura du temps pour discuter, c'était mon objectif.
Si mon expert me parle d'une greffe, pourquoi? Ben, c'est simple, c'est pour vivre et respirer. C'est simple. Quand on attend, ben, vivre et respirer. Mais il y a des médicaments, une surveillance et des risques. Hein. Dans les risques, le rein, rejet chronique et le cancer. Donc, et puis le risque de mourir de la greffe. Quel chemin jusqu'à la greffe? Ben, une fois que c'est déclenché, ça marche tout seul. C'est-à-dire qu'une fois que c'est déclenché, il y a un bilan pré-greffe. Un malade qui a une hypertension artérielle pulmonaire, chez qui on commence un bilan pré-greffe, il est bien rare qu'on ne le greffe, on ne le ou la greffe pas. Je ne sais pas si je suis clair. Dans le chemin, le point essentiel, c'est l'expert parle d'une greffe et contacte ou contacte l'équipe de greffe. À partir du moment où le contact est fait, et si l'expert suggère qu'il faut greffer, il est peu probable que l'équipe de greffe, surtout si c'est la même, que l'équipe de greffe dise non, c'est trop tôt. J'espère être clair. Ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. Donc, à partir du moment où le malade et le médecin de l'HTRP conviennent qu'il faut entamer le processus de greffe, la greffe a généralement lieu dans un délai qui est variable. Et à mon sens, dans ce parcours, le plus difficile est l'attente. C'est la greffe, bien évidemment. Dans le parcours jusqu'à la greffe, le plus difficile, c'est l'attente, c'est pas le bilan pré-greffe. Vous, malade présentant une HTAP, vous êtes des professionnels des soins. Ce qui est proposé comme examen dans la perspective d'une greffe, c'est que là, par rapport à ce que vous vivez habituellement, donc bilan pré-greffe n'est pas un problème, vous êtes habitué à des nouvelles difficiles, vous êtes habitué à des décisions difficiles. Donc le parcours jusqu'à la greffe, c'est pas un problème. À nouveau, c'est l'attente. Surtout en général, si l'indication de greffe a été posée, c'est que votre situation médicale est préoccupante, que vous en êtes préoccupé, et que quand on est préoccupé de la situation jusqu'à la décision de greffe, ça peut attendre, ça peut durer. Mais à partir du moment où on vous inscrit en attente de greffe, en général, le malade ne peut plus attendre, ne veut plus attendre. Donc c'est pour ça que c'est l'attente qui est le plus difficile. Voilà, c'est tout ça que je voulais discuter avec vous. J'avais remis mon petit bonhomme, parce que quand même, c'est le message important, hein, c'est que ça marche. Et ça vaut la peine, parmi tous les malades que j'ai connus qui ont été greffés, il y en a très très peu qui expriment de façon continue des regrets de s'être engagés dans la voie de la greffe. Même, et c'est infiniment surprenant, même quand les suites de la greffe sont difficiles. Il y a des complications comme dans toutes les prises en charge thérapeutiques, hein, des complications, des malades qui ont des séjours en réanimation très longs, des complications importantes. Même dans ce cas-là, le résultat de la greffe est tel que les malades n'expriment pas de regret.